Alors, oui, on est à ma brasserie. Autour de la table pour ce 6e épisode, on a Godefroy Laurando. Salut Fred. On a Colin Boudria. Salut. Daphné Malbeuf. Bonjour. Barbara Gisèle-Caron. Allô? Et notre invité, le truculent Jean-François Lisée. On est prêt? C'est parti pour ce 6e épisode. Truculon. Et oui, de retour à Montréal après une escapade en Beauce. Et Daphné Malbeuf, ça faisait longtemps qu'on vous avait pas entendu. Mais oui. Comment allez-vous? Ça va très bien. J'espère que vous avez passé une semaine bleu, blanc, rouge. Eh bien, Fred, le Canadien dans une course folle en séries éliminatoires. Oui, On très sait, fou. je sais pas si vous sentez, ça sent le Canadien. Et je vous dirais que le complexe sportif Bell de Brossard est un peu devenu ma seconde maison cette ouais, hein? semaine. Puis les commentaires sur les performances des différents joueurs là, sont les petits messages d'amour que je lis avant de me lever chaque matin. Ben, fait que c'est une grosse... Ça sent vraiment les séries, vous pensez? Je sais pas. OK. Godefroy Laurando, les gens étaient inquiets. Hein? Vous êtes de retour. Vous n'étiez pas là la semaine dernière. Ben oui, j'étais pas là en Beauce, mais moi aussi j'étais inquiet de pas Ben être oui. là. Ben oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben en fait, je suis resté à m'inquiéter sur la laïcité. Ah oui, hein? Oui. Ah, ça a été ça. Ça vous Ah, a paralysé. c'est C'est ça. très paralysant. Mais on va en parler de toute façon. J'ai aussi lu un livre, Fred, dont oui? j'aurais peut-être pas le temps de parler, mais La fatigue politique du Québec français. Mais attendez, Jean-François est là, justement. Bonjour. Plus tard, pendant l'entrevue, on pourra parler de fatigue. Qui sait? Ouais. Moi, je suis allé voir, c'est drôle parce que j'ai pensé à vous, Godefroy, cette semaine. Je suis allé voir le spectacle de Christian Vanasse dimanche dernier. Spectacle solo V pour Vanasse. Et Christian Vanasse, qui est évidemment mon ancien buddy, compagnon d'armes des apartistes. Mais nous avons fait de la radio, Godefroy, il y a 25 ans à CISM, avec Christian, entre autres. Alors, ça m'a fait penser à vous et à cette belle époque. Et ça m'a surtout donné le goût, et là, je dois l'avouer, de remonter sur scène, de refaire de la scène quand j'ai vu Christian. J'ai dit, tabarouette, cet été, je pense que je vais écrire un ou deux numéros. Ça va faire 8 fois que j'en parle. À un moment donné, il va falloir que je le fasse, mais là, je me commets. Je le dis en ondes. Et ça m'a fait penser à vous, Colin Boudria, parce que vous préparez un spectacle solo au moment où on se mais passe. Merci de Ben le voyons. plugger. Ouais. Oui, ben un spectacle solo le 9 mai au Dr Mobilo Aquafest, qui est un Ah oui. festival d'humour. Oui, 9 mai. Donc, c'est pour votre premier spectacle solo. Oui, premier 1 heure que je fais. Qui s'appelle? Qui s'appelle Chevalier Blanc. Ah! Ouais. Alors, vous sauvez des... Je sauve tout. Sauvez des en causes. 1 heure, je règle tous les problèmes possibles. Est-ce que vous avez passé une belle semaine, Colin? J'ai passé une très belle semaine. J'ai suivi un peu toutes les mises en demeure qui sont sorties Oui. cette semaine. Hein. Il y a Éric Duhem et Radio X qui ont envoyé des mises en demeure à Catherine Dorion. Oui. Il y a Alexandre Cormier-Denis de Horizon Québec qui a Oui. envoyé une mise en demeure à Mehdi C'est Boussaïden vrai. parce qu'il a dit qu'il était raciste. Puis moi, je suis bien sûr un expert en liberté d'expression. Oui. Hein. Je suis humoriste par défaut. On est tous experts Oui. en liberté d'expression. Oui. Puis je commence à être un peu inquiet des espèces de snowflakes de droite qui Attends, censurent le monde parce qu'ils sont trop peut-être sensibles. expliquer aux gens et aux millions de Québécois qui ignorent la signification du terme snowflake. Le terme snowflake, c'est les gens qui pensent qu'ils sont tellement originaux, tellement spéciaux qu'il faut pas les contrarier. Ok. Il faut pas. Puis c'est généralement un cliché de la gauche, Ouais. mais c'est drôle parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, la Radio de Québec agit exactement de cette Tout à façon-là. fait. De, critiquez pas la Radio de Québec, c'est notre safe space à nous, où on peut dire tout ce Ouais, qu'on ouais. veut sans penser aux conséquences. Ouais. ouais. OK. Ben, on va avoir l'occasion d'y revenir, évidemment. Vous savez, Jean-François Lisée, j'ai pensé à vous également cette semaine. J'ai rêvé, en fait. Ah, vous pensez à moi, même la nuit? Ouais, en fait, mais là, c'est véridique. J'ai rêvé au Parti québécois cette semaine. En fait, j'ai rêvé que je faisais du pointage pour le Parti québécois. D'accord. J'ai rêvé à ça mercredi dans la nuit et je me suis levé le matin. Et vous savez, j'ai déjà fait ça pour vrai dans la vie, moi, du pointage, quand j'avais 12 ans. OK. Quand vous pour aviez le- 12 ans, ça pointait facilement pour le Parti québécois. Avec des télé... Non. C'est pour le Parti libéral du Canada. Ah! Oui, dans le comté de Shefford. J'habitais à Granby. Mes parents avaient des amis qui... en fait, le père, c'était Jean-Paul Breton, qui était organisateur officiel de Jean Lapierre. Ah, d'accord. Qui était... c'était la première fois qu'il se présentait. Et je faisais du pointage. J'avais 12 ans. Il payait les beignes et les verres de lait. Et moi, j'appelais au téléphone des gens pour leur demander s'ils allaient voter pour Jean Lapierre. Et là, vous savez qu'il paraît qu'il y a un projet de la commission de la toponymie pour renommer un tronçon de l'autoroute 10 en hommage à Jean Lapierre. On a su ça cette semaine. Et là, je me demandais, Jean-François, j'imagine que vous aimeriez ça avoir un tronçon qui porte votre nom sur une des autoroutes. Peut-être pas un pont, hein, avec ce qui s'est passé avec Québec solidaire. Je pense qu'un pont Jean-François Lisée ne serait Tunnel, peut-être pas... un pont-tunnel, Oui, un viaduc peut-être. un viaduc. Plus pour le duc Oui. que pour le via. Oh, oui, bah, la Concorde. Mais moi, je dis toujours, c'est toujours une bonne idée. Quelqu'un qu'on aime bien, comme Oui. Jean Lapierre, Oui. qui nous a quittés il y a quelques années. Oui. Mais la règle des 10 ans est très importante. Ah, pour nommer quoi que ce soit. OK. 10 ans après le décès, Oui. Laissez le temps au scandale de sortir au cas où. là. par exemple, parce qu'on a eu un couple d'aréna où finalement on a Qu'on a su dû, que le rebaptiser. joueur de hockey finalement était trop Ouais. proche des mineurs.
Puis aussi, au moment du décès d'un personnage public, on n'en dit que du bien. Oui. C'est normal, et j'aime cette tradition. Ben oui. Mais 10 ans plus tard, on a le recul pour dire, est-ce que cette personne-là a seulement touché nos vies ou a touché notre histoire? Oui. Et est-ce que ça vaut la peine de l'inscrire dans l'histoire? Tout à fait. Tout à fait. Bon. Oui. Alors, moi, si c'était aujourd'hui, je dirais oui. Oui. Je dirais peut-être oui dans 10 ans aussi. Attendons. Et pour moi, j'aimerais qu'on attende 10 ans après mon décès, Oui. avant d'en discuter. OK. On va attendre. Avec impatience. Non, c'est une blague. Barbara Judith Caron. Ouais. J'imagine qu'en tant que chroniqueuse économie, vous êtes sous le choc après l'annonce de la fermeture du célèbre club privé 357C, qui cessera ses activités en mai. On l'a appris cette semaine. Club devenu célèbre pendant la commission Ben oui. Charbonneau. Au lieu de ruissellement de la richesse, c'est là que les politiques et le crime organisé se partageaient les fonds publics à grands coups de veuve Clicquot. Et là, la direction explique que les habitudes d'affaires ont changé au cours des dernières années et que le niveau des taxes municipales était trop élevé pour le club. Évidemment, les gens qui fréquentent le 357C n'ont pas l'habitude de payer beaucoup d'impôts, je pense. Alors, j'imagine quand un compte de taxes arrive, là, c'est la commotion. Hein? D'ailleurs, j'en profite pour souligner les efforts acharnés de l'Agence de revenus du Canada. Je pense qu'on n'en parle pas assez. Vous savez, dans la foulée des Panama Papers, on a su que 900 personnes et entreprises canadiennes cachaient de l'argent dans les paradis fiscaux. Et là, cette semaine, on a appris que depuis que le scandale a été dévoilé, il y a 1,2 milliard de dollars qui ont été récupérés dans une vingtaine de pays. C'est l'Allemagne et la France qui mènent le bal. Et au Canada, on a récupéré sur 1,2 milliard 15 millions de dollars jusqu'à présent sur 900 Canadiens, compagnies et individus. Il y a 5 enquêtes présentement en cours. Alors, ces gens-là travaillent d'arrache-pied. Je le sais que ça paraît peu, mais il ne faut pas oublier que l'ARC est en train présentement de traiter nos rapports d'impôts à nous. Alors, je pense que c'est ça la priorité. Et je peux vous dire que si vous leur devez 34 $, ils vont vous trouver, que vous soyez à Panama ou à Rawdon. Vous avez fait quoi, vous, Barbara, cette semaine? Moi, j'ai vraiment rien fait d'intéressant cette semaine, Fred. Mais la semaine passée, par exemple, Ah oui? grosse semaine. Non, je suis allée au théâtre 2 fois plutôt qu'une, Oui. voir Les larmes amères de Petra von Kant. Oh là là, ça a l'air... Et, non, c'était excellent. C'est Ouais. avec Anne-Marie Cadieux, Ah Sophie oui, Cadieux. oui. Oui, c'était très intéressant. Et l'éducation de Rita Oui. aussi. Ouais. Paraît que c'est bon, ça, avec Émilie Bibeau? Oui, Ouais. exactement. Et Benoît Gouin Oui. aussi. J'aimerais juste qu'on prenne un moment ici quand même pour parler de à quel point il faut parler du déballage de bonbons dans des petits papiers de plastique au théâtre. C'est pas réglé, ça? Non, c'est pas réglé, Fred. Je le confirme. Ça et voler des punchs au théâtre. Ben voyons. Ça aussi, oui. Moi, tu sais, quand il se passe quelque chose et là, la personne en arrière de toi, oh mon Dieu, il va y couper les cheveux. En pensant vraiment que c'est Mais là, c'est du théâtre. personne, Est-ce qu'ils coupent les personne cheveux les pour a. vrai sur le théâtre? Je ne peux pas vous le dire. Là, vous me parlez de Peut-être va falloir y cheveux. aller. Vous me parlez de cheveux, Barbara. Est-ce que, et là, dites-moi, est-ce que les contacts humains vont devenir bientôt imposables? Ah, quelle façon. Quel beau lien, hein, Oui, dans votre c'est chronique. très, très fin. C'est de la dentelle norvégienne, ça, Fred, pour vrai. Oui, mais ça, c'était mon sujet de Ben oui, mais cette c'est semaine. très Parce que- intriguant comme sujet. Non, c'est vrai parce que, en fait, pendant longtemps, on s'est inquiété de l'espèce d'écart de technologie qu'il pouvait avoir entre les mieux nantis et Oui. les gens de milieux plus modestes, parce que, ne serait-ce que pour l'accès à Internet haute vitesse, Oui. par exemple, et on se disait que, mon Dieu, tu sais, ceux qui ont plus de sous vont pouvoir prendre de l'avance sur les technologies, tout ça, ils vont laisser derrière Tout à fait. donc les gens les plus pauvres. Mais moi, c'est vraiment un sujet qui me fascine. Et il y a une journaliste du New York Times qui s'appelle Nellie Bowles Oui. qui couvre la Silicon Valley pour le New York Times. Et allez, je laisserai les liens sur notre site Oui, Internet. sur notre page Facebook, oui. Voilà. Mais donc, elle a écrit quelques articles sur ce sujet-là, un assez récemment, il y a quelques jours, et un autre cet automne. Et donc, elle fait plusieurs constats qui devraient, en tout cas, qui, moi, m'interpellent. Et donc, c'est ça. Sur l'idée que le contact humain est en train de devenir un bien de luxe, Ah ouais. carrément. Mais à quel niveau? C'est ça. En fait, c'est parce que j'espère que je vous apprends rien. Là. D'abord, elle revient sur l'omniprésence des écrans dans notre vie Oui. personnelle, mais aussi comme substitut, si on veut, à certains services publics, Oui. notamment dans les hôpitaux, les salles de classe, les résidences pour personnes âgées.
Et bon, là, c'est sûr, ce qu'elle décrit, ça se passe aux États-Unis principalement, mais elle nous donne le cas, par exemple, d'une résidence qui s'est équipée d'une technologie qui est un peu entre Skype et un Tamagotchi, là, si on veut. Oui, oui. C'est, bon, je ris, mais c'est pas si drôle que ça, là, parce que les personnes âgées ont dans leur chambre une tablette avec qui est comme dotée d'une caméra grand angle, avec une application qui leur permet d'interagir avec un petit animal. Donc, ça peut être un chat, un chien. Là, je connais pas toutes les options d'animaux disponibles au moment où on se parle. Est-ce qu'ils peuvent lui donner des bains à l'animal? Ce serait vraiment tragique. Je crois que ça vient avec une petite wipe humide qu'on peut... Enfin, ça, c'est... Mais j'ai pas de confirmation de ça, Colin, malheureusement. Et donc, c'est ça. Ça leur permet d'interagir avec un petit animal qui est une espèce de dessin animé et l'écran est relié à une centrale où il y a des employés qui sont chargés de monitorer plusieurs écrans en même temps. Et donc, la personne âgée parle à son animal et là, ben... Pour interpréter si ça va bien ou si la personne a besoin de soins ou a besoin d'attention. Mais aussi, des fois, c'est est-ce que ça va bien? Là, l'animal répond. Et en fait, c'est une voix vraiment c'est une voix robotisée. Et donc, c'est ça. Il y a des interactions comme ça qui sont donc faites à travers l'écran. Puis on nous parle aussi de certaines écoles publiques américaines, de certains quartiers défavorisés qui manquent de ressources et où ils ont remplacé carrément des profs par des logiciels d'apprentissage parce que c'est moins coûteux. Est-ce que ce sont des logiciels qui ont des signes religieux ostentatoires ou ce sont des logiciels laïques? Ce sont des logiciels laïques, je pense. C'est plus compliqué de mettre... Non, je pense que c'est tout à fait laïque, Fred. Mais donc, c'est ça. Et là où ça devient intéressant, c'est que... Donc, en fait, le manque de ressources humaines est remplacé par des technologies. Exactement. Et ce sont les gens nantis. Bien là, c'est là où ça devient intéressant. Parce que pendant que nous, chez nous, parce que je me considère comme une personne pauvre, probablement. On est tous bénévoles dans cette balado. Vous savez, on fait une parenthèse, vous savez que les gens peuvent toujours donner à la balado de Fred Savard sur la page de Transistor, parce que la campagne se poursuit. Voilà. J'en profitais pour... Vous êtes à 125 %. Quand est-ce que vous allez arrêter? C'était pour partir la campagne. Mais là, ça se poursuit. L'inflation ne nous lâche jamais, Jean-François. Poursuivez, Barbara. Mais non, c'est ça. Et la preuve que je suis pauvre, c'est que je fais ma chronique en ce moment devant un écran. Oui, tout à fait. Donc, c'est ça. Si vous étiez riche, ce serait une personne qui vous la lirait. Peut-être qu'il me tiendrait mes petites feuilles. Hein? C'est ça. Mais donc, c'est ça. Et on assiste donc au courant complètement inverse chez les mieux nantis, c'est-à-dire que pendant qu'il y a de plus en plus d'écrans qui arrivent dans nos vies à nous, ces écrans-là disparaissent de la vie des plus fortunés. Et alors, plus vous êtes riche, plus vous dépensez pour être débranché. Et vous êtes ceux qui peuvent se permettre de ne pas répondre à ces courriels à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, ceux qui peuvent se promener avec un vieux flip phone puis en faire un statut social, finalement. Et donc, c'est très concret, parce que il y a de plus en plus d'écoles privées sans technologie, sans écran, et ça, c'est vraiment un boom. C'est néfaste aussi, je pense. Ben, oui, c'est certain. Très néfaste. Mais en même temps, je veux pas juste faire... Ces gens-là construisent des écrans pour nous maintenir dans un état de servitude. Je trouve que ça serait quand même simpliste de dire comme l'écran, c'est mal. Là. C'est plus compliqué que ça. Mais donc, c'est ça. Une des écoles primaires les plus populaires auprès de l'élite de la Silicon Valley, c'est une école qui se targue justement d'offrir une éducation en pleine nature et pratiquement sans écran. Et il y a certaines statistiques aussi qui sont parlantes. Les enfants issus de ménages à revenus élevés passent en moyenne 5h42 minutes devant un écran par jour, alors que les enfants issus de ménages à revenus modestes passent 8h07 minutes en moyenne devant un écran par jour. Et dans la même série d'articles, on peut aussi lire un homme qui s'appelle Milton Milton Pedraza, qui est à la tête du Luxury Institute. C'est une organisation qui agit comme consultant, en fait, d'offre des services de consultation. Consultant luxueux, mon Dieu. Non, mais eux offrent des services de consultants auprès de compagnies qui veulent connaître les tendances chez les riches pour adapter leur offre de produits et de services. Et lui, il est catégorique. Les écrans sont en train de disparaître chez les mieux nantis au profit donc du contact humain. Il appelle ça la luxification des rapports humains. Et un rapport humain, ça coûte plus cher
cher qu'un écran et les mieux nantis sont prêts à payer quand même incroyable. pour avoir ça. Ben oui. Et bien, évidemment, il y a d'autres aspects intéressants. Tout ça, on les aime, on aime tous ça, là, des technologies gratuites comme Facebook, Instagram, Gmail et compagnie. De moins en Mais moins. on sait aussi, oui, c'est ça, mais on sait que c'est pas tout à fait gratuit, qu'on donne nos données en échange de Oui. ces services-là. Et ça va de plus en plus loin. Bon, les assurances qui se proposent de récolter nos données, des données sur nos habitudes de conduite, par exemple, en échange d'un rabais. On peut se réjouir de ça, mais en même temps, on peut se dire qu'on devient jusqu'à un certain point captif de ça quand on n'a pas beaucoup de sous parce que les fortunés sont ceux qui ont le luxe de pouvoir payer plutôt que de donner leurs précieuses données personnelles. Donc, eux n'ont pas à marchander leur vie privée, alors que les moins fortunés, eux, commencent à avoir de moins en moins le choix. Donc, c'était vraiment une série d'articles Très super intéressant. intéressants sur ce contact humain-là qui devient un luxe et qu'on sera peut-être... là, je ne veux Alors, pas être dans Black Mirror. Alors, là, si mais, on va dans un café, un endroit public, et que quelqu'un nous aborde et nous parle, on peut présumer que cette personne est riche. par exemple. Donc, on devrait répondre. Et on devrait répondre. Oui, c'est ça, Oui. et pas replonger dans notre téléphone. Et là, vous aviez aussi Oui. des petits faits intéressants sur nos voisins ontariens. Ben en fait, oui, c'est ça. C'est le cannabis. En fait, c'est ça. Les boutiques de commerce de détail donc ont ouvert leurs portes. C'était Ontario. un petit peu, oui, en Ontario, c'était un petit peu chaotique. Mais il y avait une bonne nouvelle du côté de la bourse. On nous apprenait que il y a les derniers mois ont été particulièrement heureux en bourse et c'est des résultats qui ont été entre autres, c'est certains index seulement là, mais qui ont été dopés par les titres boursiers en lien avec Alors, les gens qui le ont weed. investi dans... Ouais. Bon, mais c'est ces gens-là qui, étonnamment, ont tous souvent des liens avec le parti au pouvoir, Oui. au fédéral. S'en sortent bien, finalement, financièrement. Oui, c'est ça. Ben, ça profite en ce moment, mais bon, c'est très... Les investisseurs partiel. sont quand même... Oui. C'est parce que c'est très volatile. Oui, c'est J'essaie même pas de faire de Non, jeu de non. mots poche. Non, non. Là, c'est vraiment ça qui... Mais donc, c'est ça. Ça a très bien fonctionné dans les derniers mois. Puis, il y a Seth Rogen aussi, le comédien, Oui. qui se lance dans Ah, il paraît. le commerce. Ah. Oui, alors on surveille ça attentivement Ben pour oui. vous, Fred. Merci beaucoup, Barbara Gilles-Caron, vraiment. Et là, Colin Boudria, je présume que vous n'êtes pas venu à ma brasserie en embarquant dans une voiture Uber. Non, en effet, Fred, Ben et oui. je vais encore souligner le bel effort de plugger Écoutez, les thèmes en début de conversation. C'est un laboratoire, le progrès ne nous fait pas peur. Non, mais ça va bien, ça va bien. Mais non, je suis en fait très inquiet pour la situation des chauffeurs de taxi Oui. en ce moment avec la loi 17. Leur job est en danger, ça laisse le champ libre à des entreprises comme Uber, justement. Puis c'est une inquiétude financière que vous pouvez probablement pas comprendre, Fred. Bon. Vous êtes sûrement un rentier gros dur comme Ben, tous les autres boomers. Hein? Je suis pas boomer! Non, vous m'avez envoyé un courriel cette semaine, puis dans la signature, c'était marqué « Envoyé de mon iPad ». La preuve, la preuve des boomers. Oui, puis mon message, je l'avais mis dans l'objet au complet. Ouais, exact. Et tu m'as dit #gérontologie. Donc voilà. C'est prouvé une bonne fois pour toutes. Puis on sait tous que vous êtes riches. Hein? Les boomers, essayez pas de le cacher. Vous êtes tout le temps en train de vous vanter que vous avez fait des profits immobiliers incroyables en ayant fait des petites rénovations mineures sur une maison. Tu sais, des affaires de, j'ai acheté un triplex 18 000 des années 80, j'ai lavé les vitres, je l'ai revendu 400 000. Après ça, vous chialez de payer des impôts. Hey. Mais nous, les autres générations, on n'est pas dans cette situation financière-là. Ouais. Fred. Nous, on est très serrés. D'ailleurs, avec le vieillissement de la population, je ne sais même pas si nous, on va être capable de faire rouler le système de santé quand tous les boomers vont être à la retraite. Parce qu'ils vivent vieux, en plus, les boomers. Oui. En près de soin d'eux. Ils font pas assez d'activités dangereuses à la retraite. Comment, guys? Moins d'aquarelle, plus de NASCAR. Mais moi, comme je suis pas indépendant de fortune comme vous, Fred, je peux sympathiser mon Dieu. vraiment avec les chauffeurs de taxi. Oui. Puis, d'ailleurs, je sais pas si vous vous rappelez, mais quand il était encore en campagne, François Legault disait qu'au Québec, on avait besoin de plus d'emplois payants. Oui. Là, je sais pas à quoi il pense, parce que c'est clairement pas avec le projet de loi 17 que ça va se passer. Parce que si c'est adopté, moi, je suis pas juste inquiet pour les chauffeurs de taxi, mais je suis aussi inquiet pour les chauffeurs d'Uber. Ah oui? Parce qu'honnêtement, ils ont vraiment pas des situations financières vraiment viables. Il y a une étude du MIT qui date de l'année dernière qui estimait qu'aux États-Unis, le tiers des chauffeurs d'Uber perdent de l'argent en travaillant. Ben voyons. Puis que les profits médians des chauffeurs sont de 3,37 $. Ouais. Là, je vous arrête. Vous êtes probablement sur le point de me dire quelque chose comme « Ah, mais ça me 3,37 $, j'ai déjà acheté un terrain à Villemont-Royal en 75 pour moins cher que ça. » Mais le coût de la vie a changé. Hey, on va Fred, t'arrêter avec ça. Ces gens-là peuvent pas se permettre d'avoir votre rythme de vie. T'sais, ils n'ont pas une piscine intérieure pleine de pièces d'or où ils peuvent faire des saucettes pendant que leur majordome leur lit les résultats de la bourse. Moi, je comprends pas ce que la CAQ pense. Parce que je pense pas comment ils peuvent penser enrichir la population en créant des jobs à 3,37 $. C'est un salaire d'ouvrier de la révolution industrielle. Ça. Même Oliver Twist aurait pas accepté de chauffer pour Uber. Voyons.
Une blague d'Oliver Twist. Ouais, il en manque toujours en humour, je me le dis à chaque fois. Mais ce qu'il faut, c'est que peu importe les conditions de travail, Uber est toujours capable de trouver des chauffeurs. Puis je pense que c'est parce qu'il y a un attrait d'être travailleur autonome en ce moment. C'est vraiment à la mode, c'est un idéal pour beaucoup de gens. Puis je peux comprendre l'attrait. T'sais, moi, je suis travailleur autonome, c'est quand même assez incroyable, je l'avoue. J'ai pas besoin de travailler pour quelqu'un que j'haïs. Je suis mon propre boss. Bon, ça donne que je m'haïs, mais au moins je peux me lever tard. Il y a un autre avantage que je recommande à tout le monde, c'est qu'en tant que travailleur autonome, on n'a pas... C'est quand même un avantage quand on saillit de se lever tard, parce que ça laisse moins d'heure pour saillir. Ben oui, justement, je me couche tôt, je me lève tard. Puis mais aussi, en tant que travailleur autonome, on n'a pas à se taper des activités de team building au travail. Hein? Tout le monde connaît le principe quand tous les employés sont obligés d'aller faire une activité conne, puis tout le monde est tellement en tabarnak en même temps contre l'administration que ça crée des liens vraiment forts. Vous n'allez pas jouer au bowling avec vous-même. Non, je vais pas jouer au bowling avec moi. Pas du tout. Et d'ailleurs, ce qu'il faut avec ces trucs-là, c'est que j'ai eu des jobs avant, puis on dirait que plus la job est insignifiante, plus les employeurs insistent sur le team building. Ah, c'est il comme doit y s'ils avoir disaient- une corrélation. Ben oui, je disais contre toute attente, on dirait que Maxime, il aime pas beaucoup ça, remplir des fichiers Excel 40 heures semaine. Hein? Je sais qu'est-ce qui va le motiver, un après-midi d'arbre en arbre. Il me semble que si j'étais employeur, j'enverrais pas mes employés faire du arbre en arbre. Moi, je les enverrais une fin de semaine dans le bois, faire du moche. Champignons magiques, quand ils reviennent, t'es comme, puis avez-vous créé des liens? Créer des liens? On s'est rendu compte qu'on était la même personne. Oui, elle est un- Mais je m'écarte un peu. Mon point, c'est que les gens sont prêts à accepter n'importe quel salaire horrible à cause de l'aspect de travailleur autonome. Puis ce qui est fou, c'est que Uber profite justement du côté oui. travailleur autonome pour contourner les lois du travail. à Ils n'ont fait. pas de responsabilité d'employeur. Il y a juste, en fait, en Grande-Bretagne, depuis 2016, il y a une poursuite qui a été faite par 2 chauffeurs d'Uber. Puis maintenant, Uber est forcé de considérer ces chauffeurs comme des employés et non pas des travailleurs autonomes. Fait qu'ils sont obligés de leur payer un salaire minimum, une paye de vacances, mais c'est le seul endroit où c'est fait. Puis on peut pas laisser des entreprises comme Uber faire ce qu'elles veulent parce que ça va faire des dommages incroyables. Puis le pire, c'est qu'après ça, on sait même plus qui blâmer. C'est ça qui est frustrant avec l'espèce de capitalisme numérique comme ça, c'est qu'il n'y a rien de concret. Tu sais. Avant, quand les gens étaient exploités, c'était par quelque chose de tangible. Tu sais, il y avait un patron en chair et en os avec un chapeau de forme, des grosses moustaches, Oui. toujours en train Anglophone. Ouais, anglophone, toujours en train de compter ses billets comme un Fred Savard. Ah. Ou au moins, il y avait une entreprise qui Arrêtez avait avec ça, les gens vont se mettre à croire que je suis riche. C'est faux. Ben, peut-être que vous auriez des nouvelles opportunités, on sait jamais. Ouais, peut-être. On sait jamais. Allez-y. Mais où il y avait des entreprises claires avec pignon sur rue. Tu sais, avant, quand les gens étaient pas contents, ils savaient à quoi crisser le feu, mais c'est plus le cas maintenant. En tout cas, moi, au moins, avec la situation des chauffeurs de taxi, ça m'a permis de réaliser à quel point je suis chanceux de pas être dans un domaine qui est menacé par les nouvelles technologies. Parce qu'on s'entend qu'en tant qu'humoriste, je vais pas me faire voler ma job par un robot. Non, Ça, il clair. paraît, oui. Mais c'est certain. En fait, moi, j'ai vu dernièrement, il y avait un magazine scientifique qui mettait tous les jobs qui ont le plus de chances de se faire voler par des robots dans le futur. C'est une étude qui a été faite par des experts en technologie. Il y a du monde là-dedans qui travaille genre pour la NASA. Puis d'après eux, humoriste, c'est pas une job. Ah! Donc je profite de ma chance puis je souhaite bon courage aux chauffeurs de taxi. J'espère qu'ils vont bien s'en sortir. Bravo, merci beaucoup. Est-ce que vous avez lu, oui, vous pouvez applaudir, est-ce que vous avez lu le texte de Patrick Lagacé cette semaine? Non. Dans la presse, sur... J'ai lu une vingtaine de textes sur les chauffeurs de taxi, mais pas Non, sur mais les celui-là taxis. est particulièrement bon pour vrai parce qu'il explique très bien tout ce qu'il y a derrière. C'est un drame, en fait, par rapport parce que c'était une industrie qui était réglementée et les gens ont investi. Là, je sais qu'on peut dire ils ont pris un risque, puis c'est pas notre problème, mais c'est qu'il y a eu une fausse prémisse, en fait, qui a changé en cours de route et c'est vraiment un drame humain. Mais là, vous parliez de baby boomers et là, je veux me tourner vers le seul baby boomer autour de la table et c'est vous, Jean-François Lisée. Limite, hein? 58, ça dépend des Vous êtes pas un définitions. X quand même, Pour là? les Êtes-vous milléniaux, un X? je suis J'espère vraiment que non. je suis à la fin de la comète Ah. des baby boomers. Bon. Merci d'être là. Vous savez que j'ai beaucoup, beaucoup aimé votre livre. Et là, je l'ai déjà dit sur plusieurs tribunes, Jean-François. Vous avez écrit, à mon avis, 2 des 3 meilleurs livres sur la politique québécoise, Le Tricheur et Le Naufrageur, sur Robert Bourassa. Je le pense vraiment. Le 3e, si les gens sont intéressés et veulent lire de bons livres, c'est René Lévesque and the Parti québécois in Power de Graham Fraser, qui est un Excellent grand livre livre, également. Il y a une Là- version française. Il a été Oui, il y a traduit. une version française, mais genre, oui. Et là, je veux qu'on règle, avant d'aller plus loin, la controverse qui nous occupe, parce que dans votre livre, Oui. vous parlez de moi. Ah, vous j'ai me deux nommez- chapitres, deux chapitres Non, entiers. c'est un début de chapitre. Mais en fait, vous estimez que j'aurais participé à la destruction médiatique du Parti québécois. Et c'est tout à fait vrai. Vous faites allusion à une chronique que j'avais faite à la défunte émission La soirée est encore jeune, le 4 février 2018, quelques mois avant la dernière campagne. Et je vous invite, on va aller écouter un extrait. Après le départ de Pauline Marois, le chemin de croix du Parti québécois se poursuivra avec l'arrivée de Satan à la tête du parti. Le poing brandi, il traversera le Styx de Saint-Jérôme pour tenter de remporter les élections, mais devra,
heureusement retourné en enfer afin de brûler dans les affres de la conciliation travail-famille. Ça, c'est Christian Bégin, ça. C'est donc Jean-François Lisée qui aura la tâche titanesque de ranimer le moribond, mais il est trop tard, le sondage le démontre, le navire péquiste caque de partout. Alors, bon, c'était un hommage au cynique, en fait, que je faisais, qui faisait des sketchs comme ça, une espèce d'oraison funèbre. Vous étiez avec Véronique Yvon, et vous aviez pas trouvé ça très drôle. Bon, alors, d'abord... Parce qu'il y a un contexte aussi, il y avait un effet d'accumulation. Je suis prêt à répondre quand vous voulez. Allez-y. OK. J'ai hésité à mettre cet exemple. Donc, il y a une série d'exemples que je donne de journalistes, pas d'humoristes, de journalistes qui relaient l'idée qu'on va mourir. Hein, puis j'explique, moi, je suis chef du Parti québécois, on a, nos salles sont pleines, notre financement, le DGE dit chaque mois, vous battez tout le monde de loin sur votre financement. Contrairement aux autres partis, on a plusieurs personnes dans chaque comté qui veulent devenir candidats, donc on a des assemblées d'investiture et des centaines de personnes qui viennent. Donc, je dirige un parti qui est d'une grande vitalité, mais dès que j'en sors, les gens disent « vous êtes mort ». Vous êtes mort, vous êtes mourant, vous êtes moribond, vous êtes en agonie, etc. Et je donne l'exemple de Patrice Roy, que j'aime bien par ailleurs, qui interviewe les 4 chefs. Les 3 autres chefs, la première question, c'est « comment allez-vous? Comment vous préparez-vous pour la campagne? » Puis moi, la question pour moi, c'est est-ce que ça vous passe par l'esprit que vous êtes le dernier chef du Parti québécois? Et donc, on doit... C'est historique que depuis la création du PQ, des gens disent « l'indépendance, c'est mort, ça n'arrivera pas, etc. » Puis on survit toujours. Et donc, j'étais préparé à ce discours-là. Mais au cours des 2 dernières années, j'ai trouvé qu'il y avait une intensification de ce discours mortuaire. Quand on est allé, évidemment, mon travail, c'était de constamment montrer la vitalité, puis qu'on était dans la game, puis qu'on pouvait gagner, etc. Et on posait un certain nombre de gestes qui étaient vus même par des observateurs comme des gestes de vitalité, mais on était constamment confronté à ce contre-message. C'est ça, vous aviez à combattre la perception. C'est ça. Bon. Alors, quand on va à La soirée est encore jeune, on vient de faire un conseil national où Véronique Yvon a été désignée vice-chef. Ça a été superbement bien applaudi. Tout bon. Puis on avait fait une bonne entrevue, généralement. Ce qui est assez rare. Puis c'est assez rare. Cette émission. Oui. Puis là, à la fin, tu arrives avec ton truc des funérailles. Cela dit. Bon, c'était pas mauvais. C'était pas mauvais, puis c'était de l'humour. C'était de l'humour. Cela dit, je vais vous citer 6 temps dans votre livre, parce que vous avez utilisé l'humour dans la campagne, la dernière campagne. Vous citez l'auteur Augusto Monterroso qui dit « L'humour, c'est le réalisme placé dans ses derniers retranchements ». Alors, j'étais un petit peu là-dedans, dans le fond, là, en parlant... Moi, parce que moi, je le sentais. Vous savez, nous, les humoristes, et Colin, vous pouvez en témoigner, nous sommes des êtres extrêmement sensibles. Moi, je ne faisais que capter ce qui se passait. C'est Dieu qui parle à travers nous, en fait. C'est ce que je dis aussi. Je dis, lorsque les journalistes relayaient ce discours de mort, qui nous était, moi je dis, c'était un puissant poison. Je veux dire, ça disait à l'électorat, même si vous les aimez, même s'ils ont des bonnes propositions, de toute façon, c'est des zombies, ça fait que c'est pas la peine de voter pour eux. Puis je dis, c'est pas de leur faute. Puis alors, si j'ai cette phrase, je dis, Fred, et Patrice et les autres, je les aime bien. Marie-France Bazot aussi. Marie-France Bazot. Puis je donne ces exemples-là, mais je dis, c'est plus grand qu'eux. Ça vient d'une partie de la nation francophone qui elle-même se dit je veux éviter le retour à la douleur que serait un nouveau référendum. Puis pour l'éviter, il faudrait que ce truc-là disparaisse complètement. Mais cela dit, le PQ et le mouvement souverainiste et le Bloc, depuis plusieurs années, vous êtes pas aidés d'une certaine façon en ayant des changements de cap, en ayant des crises internes. Le PQ, à un moment donné, c'était ça le running gag aussi, c'est qu'il y avait toujours une crise, il y a eu des changements de chef, et j'ai l'impression, sincèrement, parce qu'en lisant votre livre, ça m'a interpellé, c'est certain, en me disant, oui, il y a l'écosystème médiatique, on comprend qu'il y a des médias pro-souverainistes, il n'y en a pas tant que ça au Québec, d'une certaine façon. Mais je pense qu'aussi, c'est l'accumulation, dans le fond, d'un parcours. Mais je ne dis pas que c'est la faute aux médias. Non. Je ne dis pas ça. Je dis, au contraire, c'est une réaction sociale pour ne pas connaître encore la douleur de se dire non. Et que, c'est comme si le PQ était un genre de remords ambulant, en disant, vous vous êtes dit non, si ça disparaissait, au moins, on n'aurait plus ce problème-là, alors que le problème est réel, et ce que le PQ propose, c'est une façon sérieuse de le résoudre. Mais cela dit, est-ce que le Parti québécois a fait toutes sortes d'erreurs, etc.? Oui, mais les autres partis aussi.
Et on ne parle pas de leur décès. Oui. Tu comprends? Oui. C'est ça la distinction. Et le bon exemple, c'est le forte. Parti libéral du Québec, qui est en crise également. Et du Canada. Oui. Je veux dire, la différence qu'on avait... on est toujours optimiste. Si on est en politique, c'est parce qu'on est optimiste. Oui. Il n'y a jamais aucun moment où on se dit c'est impossible de gagner. Oui. À la campagne de 2018, on savait que l'enjeu principal, c'était le changement, se débarrasser des libéraux. Les gens avaient identifié la CAQ comme l'instrument de changement. Oui. C'était vrai aussi à l'élection de 2015 au fédéral. Les gens voulaient se débarrasser de Harper. Ils avaient identifié le NPD comme l'agent de changement, un parti qui n'avait jamais gouverné. Tout à fait. Et le Parti libéral du Canada, c'était un vieux parti où il y avait eu plein de scandales, des vrais scandales, pas des erreurs comme nous, des scandales. Non, Bon. Mais dans le milieu de la campagne, les gens se sont dit, Mulcair nous déçoit, Trudeau nous surprend agréablement, on change de cheval dans le milieu de la campagne. Oui. Et ce que je raconte dans le livre, c'est presque arrivé pour nous en 2018. Oui. À un moment donné, le PQ, tout le monde a dit, vous faites la meilleure campagne. Puis à un moment, on dit même, votre chef, là, le fendant Alizé, là, on l'aime mieux que Legault. Ouais. Ça, j'en revenais pas. J'ai dit à mes sondeurs, vous êtes trompés, c'est sûr. Bon. Ça fait que là, je dis, là, on arrive... La barre n'était pas très haute côté charisme, en tout cas, avec François Legault pour... C'est vrai que c'était les moins impopulaires. Oui. Je suis devenu le moins impopulaire des chefs, puis là, on dit, là, on va avoir le switch. Oui. Mais il n'y a pas eu lieu. Bon, c'est vraiment intéressant dans votre livre parce que vous faites le parallèle avec la Nouvelle-Zélande, avec Jacinda Ardern, qui, elle, a pris les rênes du Parti travailliste 7 semaines avant le scrutin. Oui. Elle a remporté le scrutin. Oui. Et c'est pas arrivé, en fait, avec le Parti québécois. Et vous expliquez la chronique parce que c'est une des choses qui est intéressante dans votre livre, c'est que, bon, vous êtes un écrivain, en fait, vous écrivez très bien. Et on a l'impression d'être partie prenante de ce qui se passe vraiment. Et on a l'impression qu'avec Véronique Yvon, ça aurait pu être un tournant, je pense. Et vous le dites, en fait, vous le savez pas parce que ça n'a pas été fait. Mais qu'est-ce qui est arrivé exactement? C'est qu'il y a un moment, moi, je suis là-dedans parce que j'aime le Québec. Je pense que le Parti québécois est un instrument de changement remarquable. Et s'il y a un moment où je dis, je ne fais pas partie de la solution, malgré l'équipe, et ça, vous en rendez compte? Je m'en rends compte. Je dis, bon, il y a une injustice, c'est ça. Mais en tout cas, si je ne fais pas partie de la solution, moi, je suis un homme de solution. Alors, est-ce qu'il y a une autre solution? Et je dis, si Véronique Yvon me remplaçait, peut-être ça changerait la dynamique. Et donc, je lui fais cette proposition-là. Et c'est très lourd de sens de décider ça. Oui, et la structure du parti fait en sorte que c'est pas possible de faire ça. Absolument malheureusement. Pas. Non, ça n'a rien à voir. C'était tout à fait possible de le faire. Ah, OK, c'est possible. Ah, OK, j'avais l'impression qu'il y avait des sensibilités aménagées. Alexandre Cloutier. Est-ce qu'Alexandre Cloutier est encore là? Bon, il y a 2 moments. Il y a un premier moment en décembre 2017 où, effectivement, Alexandre n'a pas encore dit qu'il partait. Ouais. Et là, ça aurait été compliqué parce que ce que je voulais pas, c'était une course au leadership. C'est ça. Mais ensuite, je nomme Véronique vice-chef, ce qui est très, très bien accueilli, donc c'est bien établi. Et Véronique me parle de Jacinda Ardern en Nouvelle-Zélande, qui avait été nommée vice-chef 5 mois avant l'élection et qui a remplacé le chef 7 semaines avant l'élection. Alors, 7 semaines, un peu avant cette semaine, je lui dis, on va faire ça. On va passer par les instances, le caucus, l'exécutif national du parti. Ensuite, on réunira le Conseil national. Donc, tu seras politiquement... Il n'y avait aucun doute que ça allait se passer, puis qu'on allait respecter les instances. Jacinda, en Nouvelle-Zélande, a dit oui. Véronique a dit non. Ce sont 2 bonnes réponses. Je ne dis pas qu'elle aurait dû absolument. Bon. Et puis, ayant vu ce qui s'est passé dans la campagne, je me dis que ça n'aurait pas fait un gros changement. Parce qu'on a fait la démonstration que le parti était aimé, son chef était le moins impopulaire, puis ils n'ont quand même pas voté pour nous. Est-ce que Véronique aurait fait une différence? Peut-être, mais pas énorme. Il y a une chose qui a été... qui n'a pas aidé, en fait, et ça aussi, c'est un moment très intéressant dans votre livre, c'est toute la chronologie que vous faites de la convergence ratée avec Québec solidaire. Et là, je sais qu'on vous a reproché d'être partisan dans la façon que vous avez décrit les choses, sauf que moi, j'ai eu les mêmes échos de gens qui n'étaient pas du Parti québécois, et c'est à peu près les mêmes événements. J'aimerais ça qu'on y revienne un peu, parce que là, cette semaine, la semaine dernière, en fait, le Québec solidaire a changé complètement sa position par rapport à Bouchard-Taylor et à la laïcité. Mais c'est vraiment un rendez-vous raté, cette convergence qui n'a pas fonctionné avec Québec solidaire. Ce que je raconte dans le détail, c'est quoi le bien commun? Le bien commun pour nous, c'était se débarrasser des libéraux puis pas les remplacer par un parti de droite comme la CAQ. Alors, on se dit, ils sont choqués contre nous autres, ils sont pas d'accord avec nous sur la laïcité. Nous, on n'est pas d'accord avec eux qui nous aient pris des comtés, puis on n'est pas d'accord avec eux non plus qui veuillent nationaliser toutes les entreprises. Mais disons, si on met ça de côté puis qu'on se concentre sur ce qui nous unit, on peut faire quelque chose.
Et des gens dont on pensait qu'ils étaient très puissants à Québec solidaire nous disaient oui. Alors qui? Amir Kadir, Françoise David, Gabriel Nadeau-Dubois et Andrés Montecchia. C'est les porte-paroles. Les porte-paroles disent ça va marcher, faites-nous confiance. Puis là, on s'est rendu compte que il n'y avait pas beaucoup de pouvoir, ces gens-là, dans Mais ça, vous avez parlé pendant le débat aussi, vous avez sorti l'histoire que ce ne sont pas les chefs. Exact. Mais est-ce que, parce que vous le dites là, clairement dans votre livre, l'élection d'un gouvernement progressiste et indépendantiste est pratiquement impossible au Québec si on se présente en rang dispersé. Vous auriez dû être, parce que Jean-Pierre Charbonneau nous a parlé, les plus ardents défenseurs de la réforme du mode de scrutin, parce que ça aurait permis une alliance peut-être plus facile que dans un contexte de mode de scrutin qu'on a actuellement, peut-être avec Québec solidaire. Parce que Québec solidaire, on peut dire qu'ils ont fait ce qu'il y avait à faire, c'est-à-dire de la politique pour... Parce que là, ce n'est plus une instance morale qui n'a qu'à critiquer. Et là, ils ont senti qu'il y avait des gains à aller chercher, et malheureusement, ils ont fait de la politique de politiciens. En refusant votre alliance. Ils avaient deux choix. C'est sûr qu'un parti politique, ça veut croître. Okay? Oui. Alors, des gens comme Amir, puis Andrés, puis les autres disaient on va croître à l'intérieur du pacte. On va faire un pacte avec le PQ, puis on va se séparer des comtés, puis tout le monde, les deux vont augmenter leur nombre de comtés, puis on a des chances d'être au pouvoir, parce que les sondages de l'époque disaient que si on faisait ça, on avait 50% des francophones. C'était énorme. Bon. Et là, ceux qui ont gagné ont dit non, on va croître contre le PQ. On va prendre les comtés du PQ, on va détruire le PQ, puis on va croître comme ça. Donc, c'est une décision de politique froide qui a fonctionné pour eux en 2018. Mais ce que ça veut dire, c'est... Je ne dis pas que c'est impossible pour un parti progressiste, indépendantiste, de prendre le pouvoir, mais c'est beaucoup plus difficile. Dans le contexte actuel, c'est beaucoup plus difficile. Mais c'est sûr qu'un de nos propositions phares communes, c'était la réforme du mode de scrutin. Et c'est moi, comme député de Rosemont, qui a réintroduit cette proposition dans le programme du Parti québécois. C'était pour aider à faire ce deal-là. Mais ce n'était pas suffisant. Il n'y avait rien qu'on pouvait dire qui aurait marché parce que la majorité à QS et la majorité au comité de coordination nationale, que j'ai appelé le Politburo, ces gens-là ont pris une décision de politique froide, de dire non, nous allons croître. Puis même si on leur disait, puis les autres disaient oui, mais ça veut dire qu'on donne le pouvoir à la CAQ aux libéraux, c'est pas grave. Un jour, peut-être, nous serons au pouvoir. Puis moi, je dis, c'est impossible structurellement en Amérique du Nord, parce que ce que le Parti québécois a réussi à faire, c'est de fédérer les progressistes et des gens jusqu'au centre droit. Oui, à l'époque de René Lévesque. Et puis même à l'époque de Pauline Marois. C'est la seule façon de prendre le pouvoir, c'est de les fédérer. Si on n'a pas une coalition, ça devient extrêmement difficile de prendre le pouvoir. Dans votre livre, vous dites, puis on va terminer avec ça, parce que le temps file, malheureusement, même si on est une balado, mais j'ai trouvé ça intéressant parce que vous dites la capacité d'un parti de mousser une idée comme l'indépendance a ses limites. Et là, vous revenez sur 76. En fait, ce que vous dites, c'est que des fois, les événements vont précipiter l'idée de l'indépendance beaucoup plus que le travail d'un parti. Parce qu'on a souvent reproché au Parti québécois de ne pas assez parler de souveraineté. Puis dans le livre, vous démontrez, quand vous en avez parlé, des fois, peut-être la façon a changé avec les différents chefs. Mais vous donniez l'exemple en 76 avec la grève des gens de l'air qui a probablement beaucoup aidé à l'élection du Parti québécois, beaucoup plus que l'année politique du PQ, qui était difficile. Oui, l'année était difficile. Claude Charron disait il faut que le vieux s'en aille. Le vieux, c'était René Lévesque. OK? Alors, vous voyez, là, les jeunes qui veulent que les vieux s'en aillent, c'est pas nouveau. C'est une chanson qui joue en loop au parti. Et donc, l'affaire des gens de l'air, c'est ce qu'il voulait dire pour ceux qui n'étaient pas woke à ce moment-là. Ça voulait dire que ça valait la peine d'être là juste pour ça. Je suis vraiment content. Les pilotes d'avions francophones au Québec étaient obligés de parler anglais aux contrôleurs aériens à Dorval. Tout à fait. Alors donc, là, même un ministre de Trudeau a démissionné. C'était une grosse affaire qui a montré, qui peut défendre le français, c'est le PQ. Ça a beaucoup aidé l'élection du PQ. De la même façon, la souveraineté est devenue majoritaire en 1990-91, pas parce que Jacques Parizeau avait fait des bonnes assemblées de cuisine, mais parce que le Canada avait dit non à la société distincte. Donc, les événements font bouger l'opinion. Le travail militant de conviction sur la souveraineté sert à garder des troupes qui sont actives, qui vont être importantes au moment du changement. Et là, nous sommes dans le début d'un tumulte autour de la laïcité. Et là, on voit déjà la réaction d'Ottawa qui va être virulente et qui va être très fermée par rapport à ça. Est-ce que vous avez l'impression... Et là, on ne reviendra pas sur l'épisode de la Charte, parce que ça a été quelque chose quand même qui a été un traumatisme, je pense, au Parti québécois. Pour vous? Non, pas pour moi. Parce que quand même, ça a été le début de la saignée de beaucoup de militants qui sont partis à Québec solidaire, entre autres.
Mais là, est-ce que vous avez l'impression que la laïcité et toute cette polarisation avec le fédéral va ramener l'idée... Elle va peut-être mousser, pas l'indépendance tout de suite, mais on ne sait pas ce qui va arriver. Là. Ben, on ne sait pas ce qui va arriver. C'est pour ça que je dis que 2022 n'est pas écrit dans la prochaine élection québécoise. Et lorsque le premier ministre... J'étais avant vous, je suis allé donner une entrevue à TV5. Oui. J'ai dit, c'est quoi le problème avec cette loi sur la laïcité? Parce que en Europe, il y a plein de pays qui ont pris des lois qui vont plus loin que ça. Oui. Je dis, c'est très simple. Si le Québec était en Europe, il n'y aurait aucune difficulté légale ou constitutionnelle parce que le droit européen permet ce genre de décision nationale. Oui. Au Canada, le premier ministre dit que c'est impensable. Oui. C'est parce qu'il pense qu'il n'existe que le Canada dans le monde. Tout à fait. Bon. Alors donc, on est effectivement à travers cette... Il parle même de désavouer la loi. C'est une chose qui n'est pas arrivée, je pense, depuis les années 40. 43, oui. Alors lui ne l'a pas encore dit, mais on s'en va parce qu'une élection fédérale, il va y avoir un débat sur soit le désaveu, soit un recours en Cour suprême pour dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser la clause dérogatoire. Quoi qu'il en soit, c'est un moment qui révèle la fracture, qui révèle la contradiction entre deux visions de la société qui sont respectables. Mais le problème, c'est que nous, on respecte la vision du Canada. On dit, si vous voulez le multiculturalisme, faites-le, mais eux ne respectent pas le nôtre. Ils considèrent qu'ils sont sur un genre de supériorité morale et que nous, on n'est pas fréquentables. Et ce qui va être intéressant, c'est que là, on a un premier ministre, un ancien caribou, qui a été celui qui a fait le premier budget d'un Québec indépendant. Et qui va... Parce que là, on n'a pas Philippe Couillard, qui avait un fédéralisme, je dirais, de carpette, si on peut dire. Mais ça va être quand même intéressant. Là, je sais bien que c'est pas le PQ qui est au pouvoir, mais en tant que vous êtes un ancien analyste... C'est un événement révélateur. Bon. Alors, est-ce que l'événement révélateur va pousser une nouvelle génération? Parce que les événements doivent se dérouler à chaque génération. Oui. Et les Québécois, j'ai toujours dit, on devrait avoir sur nos plaques minéralogiques, pas « je me souviens ». En haut, il y a toujours moyen de moyenner, parce que les Québécois ne comprennent pas pourquoi on ne peut pas faire un compromis sur tout, partout, parce qu'on aime ça, faire des compromis, on est capable. Mais en bas, il faut mettre, il y a un bout à tout. Alors, il faut qu'il y ait un événement qui nous fasse passer de, il y a toujours moyen de moyenner à il y a un bout à tout. Alors, est-ce que cet événement-là va contribuer à ça? C'est une possibilité. Et en terminant, vous m'aviez dit tantôt, vous avez 2 projets qui s'en viennent rapidement. Oui. Vous vous lancez vous aussi dans la balado? Voyant le succès de la tienne, j'ai vu que c'est là pour tout l'argent que tu fais. Là. Maintenant, tu es indépendant de fortune depuis 6 semaines, c'est ce que j'entends. Moi, je me vois comme un entrepreneur. C'est un investissement. C'est un marathon, la balado. Moi, je suis un fils d'entrepreneur et donc j'ai ça un peu dans le sang. Donc, j'ai créé la boîtealisée.com où les gens peuvent acheter le livre. On en a entendu un petit peu parler dans les dernières semaines. Il paraît. Oui. Alors, donc, aussi, le slogan de mon père pour son épicerie, c'était, je ne sais pas combien il avait payé pour ce slogan-là, c'est « Lisez, vend moins cher ». Ça, je pense que ça a gagné des prix internationaux. Alors, mais tout le monde le savait. Bon. Alors donc, là, j'ai fait le livre imprimé, le livre numérique et depuis hier, le livre audio. Ah! Et j'ai eu mes premières ventes de livres audio depuis hier. Et la semaine prochaine, je lance mon premier podcast. Alors, ça va s'appeler Lisez 101. On dit balado en français. Oui? Une balado. Une balado. Une? Oui. OK. Le féminin l'emporte. OK. C'est comme des autobus à Québec. C'est une. Non, c'est une balado. Okay. Ouais. Alors, je suis intraitable là-dessus. Alors, ça va être Lisez 101, parce que je vais expliquer des choses sur la politique, mais ça va coûter juste 99 cents. Fait que déjà, vous sauvez 2 sous. Bravo. Merci beaucoup, Jean-François, d'avoir accepté de venir à la balado. Vraiment. Merci infiniment. Et j'invite les gens à lire votre livre, Qui veut la peau du Parti québécois. Oui, merci. Et là, je me tourne vers Godefroy Larandon. Déjà? Oui! Godefroy, vous revenez, en fait, sur un sujet que vous avez déjà abordé. Et là, vous avez des informateurs, il paraît. En fait, oui, on s'est parlé ici le jour de la femme, en fait, le 8 mars. Oui. On était ensemble et puis j'avais parlé de la caperne. Oui. La caperne qui est je vois dans le visage des gens l'impassibilité des gens que personne ne se rappelle. C'est parce qu'on n'a pas beaucoup d'agronomes peut-être dans la salle, là, mais en fait, c'est la commission... Pourtant, c'est une clientèle que je veux rejoindre sur les agronomes. Moi aussi. Ouais. Et d'ailleurs, ils m'ont rejoint. Mais bref, je continue. La commission permanente agriculture, pêcherie, énergie et ressources naturelles. Donc, c'est une commission qui s'attarde aux différentes questions du ministère du même nom. Oui. Et en fait, ils étaient en train de s'ostiner, parce que c'est une commission qui est multipartite, donc par définition, on s'ostine, sur... en fait, on répondait à une demande de l'UPA, entre autres, qui sont extrêmement inquiets de l'utilisation des pesticides. Nous aussi, on est inquiets. On est très inquiets parce que nous, on mange tous ces produits-là qui sont... Moi, je bois de l'eau présentement, puis peut-être que c'est plein de pesticides. Écoutez, je pourrais vous dire qu'il y a des chances qu'elle ne soit pas pleine de pesticides,
pesticide qui a des traces, mais pas trop inquiétantes, mais que si vous êtes un agriculteur et que vous avez un puits sur votre terrain, eh bien, il y a des bonnes chances que ce puits-là soit pas mal plus inquiétant en termes d'atrazine ou de glyphosate, etc. Ce que je voulais en fait expliquer à nos gens il y a quelques semaines, c'était que pour des raisons politiques, on n'avait pas réussi à mettre ce mandat d'initiative, donc que la commission commence ses travaux, parce que en fait, les libéraux, qui, je le rappelle, ne sont pas au pouvoir. Non. Ça j'aime ça dire ça. Ça me fait, au Québec. C'est exotique. Oui, ça fait longtemps. On n'est pas habitué encore. Ça fait tellement longtemps. C'est pas arrivé. C'est très étrange. Mais en voyant notre premier ministre faire une allocution, j'ai bien constaté que c'est vraiment pas un libéral. Je continue. Ça veut dire quoi, ça? Ben, ça veut dire que en fait, je vais en parler tantôt. OK. Oui. Allez-y. Mais en fait, le 8 mars, on en avait parlé, et là, on est bloqué parce que les partisans, en fait, libéraux voulaient qu'on ressasse, en fait, l'aspect de la question où la CAQ avait eu l'air plutôt folle, c'est-à-dire le congédiement du sonneur d'alerte, Louis Robert. Oui. Et là, en parlant comme ça, j'avais parlé d'insecticides, de pesticides et d'herbicides, et pouf! Voilà mon informateur qui apparaît. Ah! Et oui, un agronome. Une espèce de deep throat de l'agronomie. Un deep throat de l'agronomie. Et en fait, il a continué à me nourrir là, de faits saillants, des faits saillants agricoles. C'est rare, ça. Oui, et en fait, il m'a dit, écoute, t'as dit herbicide, t'as fait une différence. En fait, j'ai dit que pesticide voulait dire insecticide. Ouais. Alors donc, un pesticide, juste pour rectifier, puis j'ai tellement apprécié de me faire reprendre, c'est la première fois que ça m'arrive dans ma vie. Je me suis fait reprendre pour une erreur, c'est très, très rare. Et donc, il m'a repris. Donc, pesticide, on parle d'un produit qui, de façon générale, s'attaque aux plantes et aux insectes ou aux champignons qui sont nuisibles. Bon. Et ce monsieur-là, en fait, maintenant, m'envoie des messages. Et c'est lui qui m'a dit, hey, va voir tel article de La Terre de chez nous. Un journal qui date de 1929. Et en fait, cet agronome-là, je proposais peut-être lui donner un nom, vu que je m'attends à ce qu'il me donne des renseignements comme ça au fil, parce que je me promets en fait de suivre, parce que mon fait saillant aujourd'hui, c'est que la commission s'est finalement entendue et ils vont accepter de réfléchir ensemble en commission parlementaire sur l'utilisation des pesticides au Québec. Ils ont un mandat large, ils ne toucheront pas l'aspect tireur d'alerte, ils vont beaucoup se tourner vers comment est-ce qu'on pourrait modifier l'utilisation des pesticides en tenant compte du fait que c'est un milieu qui est extrêmement concurrentiel. Donc, la réponse ne pourra pas être « tout le monde, mettez-vous au bio ». Donc, ça va être très en lien avec la réalité des agriculteurs. Mais ce gars-là m'écrit... Il faudrait trouver un nom. Là. Ben, en fait, je veux une référence télévisuelle... peut-être érotique un peu comme Deep Throat l'était. On fait référence à l'informateur du Watergate. Et Deep Throat, qui est un film iconique des années 70. Je pensais peut-être à... j'oublie le nom du film, mais en fait, c'est Bernadette. La vraie nature de Bernadette. Qui est une femme qui fait un retour à la ferme. C'est Michel Langto? Exactement. Je pourrais l'appeler Bernadette. Ah oui? Donc, mais peut-être Fardoche serait mieux. Peut-être. Donc, Fardoche, c'est peut-être mon plus consensuel. C'est mon informateur. Bon. Et ce gars-là, en fait, m'informe. Et je suis allé revoir, en fait, pourquoi on parlait d'insecticides maintenant. Ça a quand même pris du travail. Et en fait, depuis 2015, il y a un journaliste qui n'arrête pas de taper sur le même clou à Radio-Canada et qui sort des nouvelles. Lui, vraisemblablement, avait des informateurs encore plus performants que Fardoche. Mais en fait, il nous expliquait que en 2015, le gouvernement avait émis un objectif en disant qu'il faut qu'on réduise notre consommation de pesticides de 25 D'une main, d'un côté de la bouche, il affirmait ça, et de l'autre côté de la bouche, coupe au soutien en fait aux agriculteurs. Il y a seulement 2 superviseurs qui sont là pour encadrer le travail des agronomes conseils. Et ce qui est arrivé, en fait, c'est que le Québec a tranquillement dérivé et il y a une mainmise qui a été dénoncée par tous ces reportages-là, dont... De l'industrie, en fait. En fait, c'est que, par exemple, il y a un exemple très précis, c'est celui du Centre de recherche des grains. Donc, c'est un centre de recherche qui est en partie financé par le public et dans lequel la majorité des membres du CA sont des gens de l'industrie. Et ça rappelle un peu les inspecteurs à la voirie qui sont tous à peu près rendus au privé parce que les ministères ont dégraissé un peu les effectifs. C'est l'expertise, en fait, qui est partie. C'est exactement. Et pour revenir au sujet, en fait, ce qui a été remarqué, c'est qu'il y a des aberrations. En fait, il y a des recherches qui ont été faites et dont les résultats ne se sont pas rendus dans les champs. Donc, les fermiers, les agriculteurs qui discutent avec leurs conseillers agronomes prennent des décisions qui ne sont pas en lien avec les résultats de recherche qui sont en fait
terminés, mais non publiés parce qu'ils sont retenus quelque part. Et on se demande pourquoi c'est fait. Je vous donne des exemples. L'Organisation mondiale de la santé a affirmé que le glyphosate était un cancérigène probable. Oui. Et donc, c'est inquiétant. Ils n'ont pas dit de le bannir, mais ils ont dit... Mangez-en moins. Mangez moins de glyphosate avec vos légumes. Oui. Ce qu'on a suggéré, c'est de maintenir son homologation en Europe pour 5 ans. Oui. Au même moment ici, pouf, on l'homologue pour 15 ans. Ah! Donc, si jamais il y a des recherches qui sortent dans les prochaines années, ben, on va être en retard. Oui. Ensuite, même chose pour l'atrazine, bannie en Europe depuis plusieurs années, ici toujours utilisée. Et les néonicotinoïdes, donc les tueurs d'abeilles, qui sont des insecticides, sont utilisés encore aujourd'hui, mais il y a des recherches du Centre de recherche sur les grains qui, en fait, prouvaient que la marge, le gain, en fait, était très, très, très faible et que donc on utilise sur presque 100% des cultures, je crois, de soya et de canola, un insecticide qui ne sert à rien. Et qui détruit... Et en parallèle à ça, c'est qu'on regarde les statistiques et il n'y a personne d'autre. Le Québec utilise plus de pesticides que partout. Et en fait, c'est parce que le 80% des conseillers qui vont voir les agriculteurs sont rémunérés par l'industrie et ça va plus loin. C'est même, en fait, il y a des systèmes de commission, donc plus t'en vends, plus c'est payant. Oui. Et donc, la personne qui te conseille est totalement biaisée. Et il y a des exemples dans un des reportages où c'était tout simplement... on assistait à une famille qui discutait. Tu avais le père dans la soixantaine et son fils dans la quarantaine qui discutaient ensemble. Il est jeune quand même? Oui, en fait, pour Colin, ça, c'est des personnes âgées, mais pour nous, là, c'est des gens comme nous. Des êtres humains. Des jeunes. Ouais. Et puis, en fait, les deux hommes disaient, notre ferme à nous est rendue bio. Ouais. Donc, on n'a plus ce problème-là. Mais la jeune fille qui était dans la trentaine se tournait vers sa mère en disant nous, on n'a pas encore fait le switch pour nos terres parce que maman est trop inquiète. Ouais. Et on voyait maman qui disait moi, j'ai peur aux infestations. Et c'était clairement le discours de l'agronome conseil. Et il y a des gens qui avaient fait le test qui ont abandonné leurs agronomes payés par les grands producteurs d'intrants et se sont tournés vers des agronomes indépendants beaucoup plus rares qui ne viendront pas sonner à ta porte. Et en fait, ce que ces gens-là racontaient à la télévision, c'est que la quantité de pesticides consommés baisse. Ouais. Tout simplement parce que les conseils sont faits en fonction des besoins et non pas en fonction d'en vendre plus. Et pour rester dans le domaine de l'inquiétude, vous aviez aussi, je pense, des réflexions sur la laïcité. Bien, la laïcité, en fait, Fred, je me suis demandé si c'était pas aussi toxique que le glyphosate. Ah! Ouais. Peut-être! Ben, peut-être. En fait, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que cette laïcité-là nous arrive après des années de réflexion. Oui. Ça a pris la première fois où quelqu'un s'est tourné vers le crucifix à l'Assemblée nationale en 2007 pour dire on le décroche-tu, lui? C'est André Boisclair, je pense. C'est André Boisclair et ça avait été... Ça, c'est un beau souvenir, hein, Jean-François, au PQ, André Leclerc, André Boisclair. C'est bien avant moi, mais oui. Je suis trop jeune pour ça. Mais attention, vous étiez quand même membre du PQ en 72 à 14 ans. Vous étiez là pendant... Exact. J'ai pas renouvelé en 2007, par exemple. Ah! OK. Belle année. Belle réponse. Pour en revenir à mon crucifix, c'est en fait, on se rend compte que les mentalités ont évolué. On est rendu passé Bouchard-Taylor. Oui. Et là, on est face à un gouvernement qui nous annonce la semaine passée, un peu comme ils ont fait avec Uber. C'est-à-dire, j'appellerais ça une denicodérisation de la politique. C'est-à-dire, on apporte des solutions simples à des problèmes complexes. Oui. Et donc, en fait, ils ont dit que... Ils nous ont averti que pour les taxis, ça allait se faire vite. Oui. Ça se fait vite. Avec des conséquences, en fait. On pourra aller lire les articles dont vous parliez tantôt. Mais un peu la même chose pour la laïcité. On nous arrive avec une solution qui n'est pas... Une demi-solution qui n'est pas la solution Bouchard-Taylor, qui va un peu plus loin, mais qui n'est pas non plus trop radicale parce qu'on a une clause grand-père. Donc, personne ne va perdre son travail. Oui. Et ce que Legault a dit et qui, moi, m'a vraiment fait réagir pendant son allocution, il a dit, il y a des gens qui vont penser qu'on n'est pas assez rigoureux et d'autres qui vont penser qu'on est trop rigoureux. Donc, forcément, on est au milieu. Oui. Et Fred, je t'annonce que c'est pas parce que j'ai quelqu'un à droite de moi et à gauche que je suis au milieu de la table. Ah! Donc, en fait, quelle belle façon de... C'est une belle observation, Godefroy. Merci. Et puis, pourquoi est-ce que seulement les enseignants auraient en fait ce problème-là de ne pas avoir le droit d'afficher leur foi par un symbole... C'est pas seulement les enseignants, c'est les gens en position de pouvoir. Là où je m'en vais, Fred, c'est que, par exemple, les éducatrices dans la même école, elles auront le droit. Et donc, si j'étais éducatrice, je serais pas contente. Ça voudrait dire que j'ai moins d'influence. Je peux moins endoctriner les gens parce que je suis une éducatrice. Personne va me dire d'enlever mon voile. Je suis déçu. Peut-être qu'ils pourraient l'enlever d'elle-même aussi, si elle veut absolument
absolument... Le fond de ma pensée, Fred... Là, je dis ça avec beaucoup de modestie. Je voudrais pas du tout induire des pensées. Est-ce que je peux vous raconter une petite histoire? Ben, allez-y. J'ai été éducateur longtemps et la première fois... C'est vrai, ça? Ben oui, Parce que vous n'êtes pas seulement... Vous savez, Jean-François, Godefroy est le petit-fils d'André Laurando. Et de Joe André Laurando, oui. Et de Joe Dorion aussi. Oui, mais c'est aussi quelqu'un qui travaille dans le domaine de la petite enfance depuis longtemps. J'ai fait beaucoup de choses, en fait. Mon but, c'est de libérer, en fait, libérer le trésor. Oui, libérer le trésor à chaque semaine, oui. Et avec Michel Rivard, vous m'avez perdu. Là. Ah, ben non, mais vous dites... c'est ça, en fait. La première fois, j'ai donné un sandwich au jambon à un petit enfant musulman, mais en 97. Ah non, OK, vous étiez naïf en 97. J'étais naïf. On fait plus ça aujourd'hui. On n'était pas du tout à l'époque où il y avait des affichages d'allergie au mur comme maintenant. C'était beaucoup plus à la bonne franquette. On faisait des erreurs. Oui. Et je m'étais excusé aux parents en disant... J'espère. J'imagine que c'est pas vraiment grave. Et il m'avait dit non. Puis il avait été super fin. Je me rappelle de son nom, il s'appelait Abdelatif. Il m'avait dit, ben oui, c'est important pour nous, justement, c'est pas... Et j'étais tombé des nues. Je m'étais dit, OK, donc c'est un Dieu qui dicte ce que cet enfant-là peut manger, mais je l'ai pas mal pris parce que ce parent-là me l'a expliqué avec sympathie. Il était gentil avec moi, puis il m'a pas ramassé en me disant que j'étais un infidèle ou un incrédule. Mais ce que ça m'a fait réfléchir, c'est que je ne peux pas discuter vraiment de ce point-là parce que je ne sais pas ce que ça veut dire d'avoir une conviction religieuse assez forte pour être mal pris si j'ai à choisir. Et à cause de ça, je peux pas me mettre à la place des enseignantes. Et puis, je suis mal à l'aise d'en parler plus. Une chose est certaine, c'est que mes lectures semblent dire, Fred, que ce n'est pas une loi qui est raciste. Par contre, c'est une loi qui va être discriminatoire parce qu'elle s'attaque... C'est pas une loi sur la laïcité, c'est une loi sur le port des signes religieux ostentatoires et qui ne va toucher que seulement que certains items. Et on parle pas vraiment de laïcité. Jean-François? Oui, juste, moi, ce qui m'a toujours frappé dans ce débat-là, c'est qu'on accepte le fait que des gens qui ont des convictions très, très fortes sur l'environnement, par exemple, ou sur la politique, sont obligés de ne pas afficher leurs convictions lorsqu'ils sont au travail, pour l'État ou même dans le privé, puis qu'on trouve ça normal. Mais qu'une conviction religieuse, tout à coup, ça a plus de droits qu'une conviction sociale ou qu'une conviction politique. Moi, je suis pour l'égalité des droits. Je suis pour l'égalité de tous les droits. Et puis, moi, on m'a même dit que député du chef du Parti québécois, j'avais pas le droit de mettre mon épinglette du Parti québécois à l'Assemblée nationale. Non. Bon, c'est un petit peu bizarre. Mais donc, à partir du moment où on dit, j'avais Régine Laurent qui me disait, donnons le droit à tout le monde de porter des signes du Parti québécois ou du Parti libéral ou je suis pour les sables bitumineux, etc. On dit non, c'est pas ça. On n'a pas fait une erreur en disant que l'employé de l'État n'a pas le droit d'afficher ses autres convictions. On a fait une erreur en disant que les convictions religieuses sont plus importantes que les autres. Maintenant qu'il faut faire cette transition-là, évidemment, à la Charte disait on va le faire tout d'un bloc pour tout le monde. Moi, je disais, non, c'est trop vite. Puis c'est une transition difficile, puis ça va à l'identité des gens et aux convictions des gens. Donc, faisons-le de façon plus transitoire avec une clause grand-père. Et ce sont les choix maintenant que fait la CAQ, qu'ils ne faisaient pas avant. Et donc, je pense que c'est une transition qui a de l'allure. Maintenant, vous posez exactement la bonne question. Pourquoi dans la même école, le service de garde à l'école ne sera pas couvert et les enseignants? C'est toutes de bonnes questions. Mais ce premier pas-là est un compromis raisonnable qui pose des questions pour la suite. On verra pour la suite. Donc, vous êtes d'accord avec Legault quand il dit qu'en fait, c'est un compromis qui est modéré? Il est modéré par rapport même à l'opinion publique. Vous savez que contrairement à ce qu'on pense, 60% des jeunes, 60% des moins de 34 ans, mettraient à la porte les enseignants qui refusent d'enlever leurs signes. Alors, M. Legault est plus modéré. Ça sort d'où, ça, ce sondage-là? C'est un sondage CROP de novembre dernier qui montre d'ailleurs que 51% des électeurs de Québec solidaire sont en faveur de la loi des mesures qui sont avancées par M. Legault. Et pourtant, ils ont... c'est pas ça que... Parce que c'est pas les électeurs. Avec ce qu'ils ont, avec la volte-face la semaine dernière, on se demande même s'ils sont pas prêts de faire une convergence avec le Parti libéral du Québec, parce que... Du Canada. Les deux. Ah non, parce que, quand même, à sa décharge, le Parti libéral du Québec est contre le voile intégral. C'est vrai, ils vont plus loin que QS. Ouais. En fait, là, QS, sur cette question-là seulement, je ne dis pas sur les autres, est bien allié avec Justin Trudeau, mais pas avec Philippe Couillard. Alors, quoi qu'il en soit, il y a plusieurs positions sur ce continuum-là. Elles sont toutes discutables. C'est pourquoi tu mets la ligne là plutôt qu'ailleurs, etc. Là, ce qui est remarquable, c'est que ce gouvernement, vous dites qu'il est populiste, ne s'est pas collé sur
la volonté populaire complète, parce que la volonté populaire est contre la clause grand-père, et pour l'extension au service de garde, etc., ils ont dit non, on va commencer par ça, on va faire ça. Et moi, je pense que c'est une bonne lecture des faits. Ben, Godefroy Lorando, merci pour cette autre chronique éclairante. Et là, Daphné, on va parler d'un sujet, un autre sujet chaud, qui, je crois, vaut la peine d'y réfléchir, et c'est la cessation des activités de la Ligue de hockey professionnel féminin. Oui, mais en fait, Fred, c'est un sujet qui m'a beaucoup touchée cette semaine, puis j'avais vraiment envie de vous en parler pour vous sensibiliser à ça. La Ligue canadienne de hockey féminin a annoncé dimanche dernier, donc une semaine après la tenue de la finale de la Coupe Clarkson, qui est leur Coupe Stanley à eux, qu'elle cesserait ses activités à partir du 1er mai. Donc, c'est évidemment une nouvelle là, qui a créé un tollé dans l'univers du sport. Et pour les joueuses qui préparaient leur prochaine saison, ce fut vraiment là, une énorme surprise. La Ligue canadienne a justifié sa décision dans un communiqué en disant que, bien que le niveau de jeu sur la glace soit exceptionnel, le modèle économique n'était pas durable. Et j'avais envie de vous en parler parce que, plusieurs d'entre vous en ont sûrement entendu parler cette semaine, mais j'avais envie d'entrer en profondeur dans ce sujet-là pour que vous compreniez l'importance qu'a une ligue comme ça dans l'écosystème sportif. Donc, je vous dresse un bref portrait de cette ligue-là. C'est une ligue qui a été fondée en 2007. Elle comportait 6 équipes, dont 4 au Canada, une aux États-Unis, puis une en Chine. Et puis, une autre ligue. Donc, c'est les seules 2 ligues nationales de hockey féminin, nationales, des ligues professionnelles de hockey féminin en Amérique du Nord. L'autre, elle s'appelle la Ligue nationale de hockey féminin et elle est aux États-Unis et seulement, exactement, puis elle a 5 équipes. Donc, le modèle économique de cette ligue-là, un peu comme la MLS, c'est que la ligue possède et gère toutes les équipes, à l'exception de l'équipe de la Chine qui est à des intérêts privés. Et elle jouait vraiment un rôle important, cette ligue-là, dans l'écosystème sportif, parce que c'est la ligue qui compte la majorité d'athlètes olympiques de l'équipe américaine et canadienne. Toutes les meilleurs sont là. Les meilleurs sont là. On peut passer à des Marie-Philippe Poulin, à des Hilary Knight, etc. Elle permet vraiment l'essor du hockey féminin. Elle offre des perspectives d'avenir pour les jeunes femmes qui souhaitent percer au niveau professionnel et elle permet aux meilleures hockeyeuses qui souvent sont nos athlètes olympiques de continuer à pratiquer leur sport dans un bon calibre après leur passage universitaire. Là, on s'entend évidemment les salaires qui étaient versés, parce qu'il y avait des salaires, oscillaient. J'y reviens. Okay. J'y reviens. Donc, le budget total de la Ligue pour nourrir, héberger, équiper et payer, puis là, je mets payer entre guillemets, là, parce que je sais même pas si on peut appeler ça être payé rendu là. On pourrait presque les considérer comme des stagiaires en communication ou des chroniqueurs de la balado. Mais blague à part, c'est le budget total de la Ligue l'année dernière était de 3,7 millions. Si je vous situe, là, ça représente moins que le salaire que le Canadien verse au défenseur Carl Osner pour jouer dans son club-école à Laval. En fait, je lisais ce matin, il y a 300 joueurs de la Ligue nationale de hockey qui gagnent plus que le budget total de la Ligue de hockey féminin. Exactement. Donc, ça vous donne une petite idée. Puis quand on parle de ça, on parle d'un budget élevé parce que jusqu'à récemment, la Ligue opérait avec moins de 3 millions. Donc, elle fonctionnait beaucoup grâce à des gens d'affaires puis des philanthropes passionnés de hockey qui croyaient en cette ligue-là et puis qui redonnaient financièrement parlant. Puis malgré les restrictions financières, la Ligue canadienne de hockey féminin a décidé d'étendre ses tentacules en Chine, qui est un pays, un marché que la Ligue nationale aussi convoite. Oui, mais c'est pour une ligue avec des faibles moyens, j'imagine que c'est comme une décision un peu hasardeuse. En fait, c'est aussi un peu dans le... Oui, c'est une décision un peu hasardeuse, mais il y a vraiment un gros marché en Chine. Là, en ce moment, là, c'est vraiment un gros buzz. Donc, je pense qu'on avait envie de mousser un peu ce spectacle-là, que ça soit un peu exotique, là, j'imagine. Et elle a accepté également de verser de plus gros salaires à ses joueuses. Et là, on s'entend, les joueuses de chaque équipe sont payées entre 2 000 et 10 000 $. Ça, là, ça vise c'est le salaire d'une saison. Là. Ça vise à payer l'essence et couvrir l'achat d'équipement. Et on s'entend, là, ces femmes-là, vu qu'elles sont payées de 2 000 à 10 000 $, elles doivent avoir des jobs de jour durant la semaine et elles doivent aussi se déplacer aux 4 coins du Canada, et aux États-Unis et en Chine. La fin de semaine, une petite fin de semaine à Calgary pour aller jouer. Donc, ces femmes-là sont vraiment des passionnées qui ont envie de poursuivre leur carrière, mais c'est difficile. Tu sais, Marie-Philippe Poulin, qui est considérée comme la Wayne Gretzky du hockey féminin, est pas mal la seule joueuse du circuit canadien à pouvoir vivre de son sport. Puis ça, c'est notamment grâce aux nombreux commanditaires qu'elle avait et non au salaire qui était versé.
Or, le problème avec toute cette ligue-là, c'est qu'en novembre dernier, la Ligue a perdu l'un de ses soutiens financiers les plus importants. C'était le Sherbrookeois Graham Roustan de l'entreprise Roustan Capital. Et lui, c'est vraiment un passionné de hockey là, qui avait notamment piloté le projet pour implanter une deuxième équipe de la Ligue nationale à Toronto. Lui a décidé de retirer son appui lorsque sa demande de consultation des états financiers détaillés de la Ligue a été refusée. Donc, dans un communiqué, il avait un peu expliqué sa décision, puis il avait dit qu'il ne faisait pas totalement confiance à la nouvelle équipe de gestion. Donc, il y avait un peu anguille sous roche et depuis novembre, les états financiers de la Ligue ne cessaient de décroître et on a annoncé que finalement, on mettait une fin totale à tout ça. Mais les solutions, parce qu'on veut que ça survive. Il y a des gens qui s'organisent, là? Évidemment, il y a eu vraiment un branle-bas de combat qui a été immense, qui s'est enclenché dans les jours suivants parce que c'est une ligue extrêmement importante. C'est comme si on disait que la Ligue nationale de hockey cessait ses activités, puis trouvez-vous une autre ligue, sinon vous jouerez juste plus au hockey. C'est quand même assez grave. Ça a laissé place à plusieurs débats que j'ai trouvés intéressants et que je trouvais qui étaient nécessaires au courant de la semaine. Et ça a laissé aussi place à plusieurs commentaires extrêmement désobligeants sur la toile du genre « Le hockey féminin, c'est plat. Il n'y a personne dans les estrades, alors pourquoi on devrait leur verser de l'argent? » Ou aux minutes. J'aimerais juste préciser que l'hiver dernier, il y avait 87 000 joueuses de hockey au Canada et 75 000 aux États-Unis. Dans les dernières années, là, les inscriptions n'ont jamais cessé de croître. Et en plus d'être des fans de hockey, c'est des jeunes filles qui se procurent des produits dérivés, des équipes de la Ligue nationale, qui achètent des billets du Canadien, mais c'est aussi des consommatrices qui en mettent plein les poches des commanditaires de la Ligue nationale de hockey, notamment en achetant de l'équipement nécessaire à des compagnies qui sont partenaires de la LNH. Moi, je me dis, la réflexion derrière tout ça, c'est tous ces sous-là qui ont été investis, là, mettons, là, ce serait pas possible qu'ils soient réinvestis pour redorer un peu le blason de notre hockey féminin. Parce que sinon, là, il me ferait plaisir de jamais utiliser ma carte Visa, puis jamais mettre les pieds chez Canadian Tire puis Tim Hortons, puis promettre de plus jamais déboucher une Coors Light, quoi que ça m'arrive presque jamais, parce qu'ils sont tous des partenaires de la Ligue nationale. Donc, la Ligue nationale devrait prendre la balle au bon. Mais la Ligue nationale a été beaucoup critiquée et pointée du doigt, justement, dans ces débats-là, parce que avec le salaire d'un seul joueur de la Ligue nationale, le Fred, il serait possible de sauver le hockey féminin. Et on s'est dit que c'était l'organisation, évidemment, la mieux placée pour souffrir sur les braises du hockey féminin. Mais le commissaire adjoint de la Ligue nationale, Bill Daly, cette semaine, a laissé entendre que tant qu'il y aurait la Ligue nationale de hockey féminin, qui est l'autre circuit aux États-Unis, elle ne créera pas de circuit concurrent. Mais je vous dis, la Ligue nationale, là, depuis l'arrivée de Gary Bettman, on s'entend à la tête de la Ligue, la LNH a investi des sommes importantes pour implanter le hockey dans de nouveaux marchés comme dans le sud des États-Unis, en Asie, en Europe. À Las Vegas. Puis c'est une stratégie qui a énormément porté fruit. Moi, je suis allée à Las Vegas en finale de la Coupe Stanley l'année passée. Je vous jure que je n'aurais jamais cru voir autant d'engouement pour le hockey dans le désert comme ça. C'est une stratégie qui a porté fruit parce que c'est plus seulement au Canada que le hockey est populaire. C'est plus comme il y a 40 ans. Il y a en Chine que c'est devenu un marché énormément important. Alors, pourquoi pas prendre ce modèle-là puis le transposer au hockey féminin? Tu sais, Gary Bettman là, pourrait faire profiter aux équipes féminines de son expertise marketing pour juste faire rayonner le sport à travers l'Amérique. Il pourrait aussi profiter de son pouvoir de négociation pour négocier des droits de télévision, pour présenter 4 matchs de hockey féminin dans les grands réseaux durant la saison et créer, bref, son propre circuit professionnel féminin. Ça serait une excellente solution. Puis une réponse à ceux qui disent dans les commentaires des réseaux sociaux, pourquoi la LNH investirait dans le hockey féminin quand personne ne va voir les matchs? Pourquoi elle donnerait de l'argent dont elle ne reverra jamais la couleur? Il est là le problème, Fred. C'est parce que le hockey féminin est dans l'ombre depuis tellement longtemps. Les matchs ne sont pas présentés sur les grands réseaux. Il n'y a pas de visibilité dans les médias. Il y a un manque d'expertise marketing qui fait en sorte que les équipes féminines, elles ne sont pas capables de faire mousser le spectacle qu'elles ont à offrir. Et je vous jure, je vous défie de prendre le temps d'aller voir un match des Canadiennes de Montréal. Là, on ne sait pas si ça va être possible dans l'année à venir. Mais je vous jure, je suis certaine que tous les gens présents ici, vous avez déjà regardé le match de l'équipe canadienne de hockey féminin aux Olympiques. C'est certain que tout le monde a déjà regardé la finale en 2014 entre l'équipe canadienne et l'équipe américaine. Puis,
tout ça, là, ben, il y a un exemple de réussite là-dedans. La NBA, en 1996, elle voulait faire croître son sport, puis elle s'est dit, je ne veux pas ignorer 50% de ma population. Donc, on crée la WNBA, qui a eu une immense réussite. En 2017, selon Forbes, la WNBA a généré des revenus de 51,5 millions au guichet puis en droit de télédiffusion. Les joueurs sont payés entre 50 000 et 110 000 par saison. C'est peu, là, comparativement aux basketteurs de la NBA, on s'entend, mais c'est des conditions qui sont nettement supérieures à celles des hockeyeurs. Donc, Gary Bettman pourrait se fier à ce modèle-là puis bâtir quelque chose qui serait bien. Et sur le plan de l'image, ça serait parfait pour la oui, parce que là, il est énormément critiqué, puis les gens comprennent pas, puis on reste là sans réponse. Il n'y a pas le moindre signal de ce côté-là? Non. Ils ont fermé la porte? En fait, c'est tant qu'il va avoir la Ligue nationale de hockey féminine, qui est l'autre équipe aux États-Unis, ils n'investiront pas pour... Les frères Molson, là, ils pourraient décider d'investir là-dedans? C'est ça, mais c'est des questions qu'on doit se poser. Pour moi, c'est un débat là, qui ne doit pas tomber aux oubliettes. Là, mardi, la Ligue nationale de hockey féminin a annoncé qu'elle avait obtenu le feu vert de ses gouverneurs pour procéder à une expansion des deux équipes l'an prochain, soit à Montréal et à Toronto. Puis, on a également annoncé que la LNH avait accepté d'augmenter sa contribution financière pour en devenir l'un de ses principaux commanditaires. Mais plusieurs ont applaudi cette annonce-là, mais si on décortique le tout, la LNH va simplement investir 100 000 $ dans la Ligue nationale de hockey féminin au lieu de donner 50 000 $ au circuit canadien et 50 000 $ au circuit américain. Donc, on nous annonce ça comme étant une bonne nouvelle, mais en fait, on fait juste simplement d'effacer la Ligue canadienne qui n'existera plus et prendre ce montant-là et le donner à la LNHF. Donc, Gary Bettman a essayé de nous en passer une petite vite, là, mais nous ne sommes pas dupes, Gary. Tout ce que je souhaite, là, par contre, c'est que ce débat-là se poursuive et, comme je disais, qu'il ne tombe pas aux oubliettes, parce que pour moi, je vois dans toute cette situation-là, vraiment, on met en lumière le manque de reconnaissance envers le hockey féminin qui perdure depuis toujours. Puis peu importe, là, moi, dans le fond, là, tout ce que je souhaite, c'est que les jeunes joueuses de hockey, là, comme les petits gars qui s'endorment en rêvant de devenir des Sidney Crosby le soir, qu'elles s'endorment en rêvant de devenir des Marie-Philippe Poulin. Ah oui, puis la prochaine fois que vous serez scotché à votre écran parce que l'équipe canadienne de hockey féminin est en finale aux Jeux olympiques, vous penserez à faire un petit chèque pour faire un don à une association de hockey féminin au cas que Gary Bettman soit au grippe-sous et qu'on doive assurer nous-mêmes l'avenir de ce sport-là. C'est dit, Daphné Malbeuf, bravo! Et c'est ce qui conclut ce 6e épisode de la balado de Frais Savard. Merci à Steve Boivin à la réalisation. Merci à Francis Faubert également qui a assisté pour faire le son ici à ma brasserie. Merci à Annie Girard à l'accueil. Merci à Sonny Carpentier et Jean-Nicolas Raymond. Vous pouvez nous écrire via la page Facebook de la balado de Frais Savard. On est toujours heureux de vous lire et je vous réponds. Je réponds à tout le monde. Si vous voulez venir assister à l'enregistrement, vous allez sur Eventbrite, le site Eventbrite pour réserver vos billets. C'est gratuit. C'est tous les jeudis ici à ma brasserie. C'est à 16h. La semaine prochaine, on reçoit l'anthropologue Julie Gauthier et le journaliste et documentariste Simon Coutu qui va nous présenter son documentaire sur cannabis illégal. C'est le titre du documentaire. Godefroy Lorando, Barbara Judith-Caron, Colin Boudria, Daphné Malbeuf, merci. Et merci Jean-François Lisée, vraiment, merci d'être venu à la balado. On va se revoir quand l'actualité le commandera. Alors merci tout le monde et bonne semaine. On se voit la semaine prochaine.